Monsieur le Président, tout de suite une question très directe. 60 ans après la création de l'OUA, l'Afrique ne dispose toujours d'aucun siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, est-ce que c'est une réforme que vous portez, que vous voudriez porter? Est-ce que vous vous dites, pendant mon mandat, finalement, j'aimerais bien aboutir à cela enfin? Écoutez, l'Afrique, c'est 55 États, dont 54 sont membres des Nations Unies. Il est tout à fait injuste, c'est le moins qu'on puisse dire, que ce continent ne puisse pas être dans la gouvernance mondiale, et notamment aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Depuis plus d'une décennie, l'Union africaine a adopté ce qu'on a appelé le consensus des Illuminés pour revendiquer 2 sièges permanents, donc avec droit de veto, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Malgré tout ce que nous avons fait comme plaidoyer, malheureusement jusqu'à là, ce projet n'a pas pu aboutir. C'est plus qu'injuste, d'autant plus que si l'on prend le cas du Conseil de sécurité des Nations Unies, 60 à 70% des dossiers qui y sont traités concernent le continent africain. La ZLECAf, président, la ZLECAF, grand projet ambitieux, présenté comme une réussite africaine. Signature, c'était il y a pratiquement 5 ans maintenant. Toujours pas vraiment entré en vigueur. En février, vous avez vous-même évoqué, je cite, un manque de volonté politique dans la mise en œuvre de ce projet. Comment l'expliquez-vous? Je crois que c'est l'un des projets emblématiques quand même qui a commencé à prendre forme. Vous savez, ça a été la revendication des pères fondateurs, déjà en 63. Tous les États, sauf l'Érythrée, l'ont signé. 46 ou 47 l'ont déjà ratifié. Il commence à prendre forme. Mais la condition sine qua non, c'est celle des infrastructures. Il faut d'abord connecter physiquement le continent africain. Il manque des chemins de fer, il manque des routes, il manque des ports. Et donc, pour que le commerce puisse être effectif, franchir les frontières des États ou des sous-régions, il faut nécessairement doter le continent d'infrastructures. Ça, c'est le défi majeur. Sur la RDC, qui est un des dossiers qui occupe beaucoup le continent en ce moment, pour la deuxième fois au cours des 6 derniers mois, le groupe d'experts de l'ONU a formellement épinglé le Rwanda pour son soutien actif au M23. Plusieurs pays occidentaux comme les États-Unis se sont positionnés sur cette question. Kinshasa dénonce ce soutien depuis plusieurs mois, mais aucun pays du continent et l'Union africaine non plus ne s'est positionné clairement sur cette question du soutien de Kigali au M23. Comment est-ce que vous l'expliquez ? L'Est de la RDC connaît des problèmes depuis plus de 2 décennies. Des problèmes complexes, la présence d'une multitude de groupes armés, des forces négatives de toutes sortes, dont les ADF d'ailleurs qui viennent de commettre un massacre horrible en Ouganda, en tuant une 40aine d'élèves égorgés et brûlés vifs. Et donc, face à cette situation, le continent et l'Union africaine sont intervenus à maintes reprises. L'un des problèmes qui se pose est que le gouvernement de la RDC refuse de négocier avec le M23. Il le considère comme un mouvement terroriste. Le Rwanda dit que les FDLR, donc les génocidaires ou ceux qui en restent, sont au Congo, que certains seraient même intégrés dans les forces nationales. Le Congo, de son côté, dit qu'il y a un appui direct du Rwanda au profit des M23. C'est l'exemple type de ce qu'on appelle le proxy war, donc guerre par procuration. Et je crois, pour nous, à l'Union africaine, il faut tout faire pour que ces problèmes soient résolus. Président, il y a de plus en plus de rapports qui condamnent les pratiques du groupe Wagner sur le continent, en Centrafrique, au Mali, ailleurs. Comment est-ce que l'Union africaine se positionne par rapport aux activités de ce type de groupe? L'Union africaine est contre le mercenariat. Ça, il y a des décisions depuis l'OUA contre le mercenariat. Mais également, les États sont libres de contracter avec des pays ou avec des organisations. C'est ce qui se passe. Donc la question est une question qui est gérée vraiment au niveau des États. Et très souvent, les États africains sont extrêmement jaloux de leur souveraineté. D'ailleurs, ce qui par ailleurs nous pose un problème dans
cette philosophie de la souveraineté collective, de l'intégration. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Monsieur le Président, l'Union africaine se voit régulièrement reprocher son impuissance face au changement constitutionnel. Doit-elle changer d'approche? Les textes sont clairs. Il y a une charte sur la démocratie, les élections et la gouvernance. Les dispositions de l'acte constitutif et du protocole portant création du Conseil de paix et sécurité sont très claires. La question, c'est la mise en œuvre par les États membres. Les tripatouillages des constitutions constituent un problème. L'organisation des élections transparentes pose un problème. L'exclusion pose des problèmes. Les changements non constitutionnels du gouvernement posent problème. Quand ils adviennent, il est demandé à l'Union africaine, notamment à la Commission de l'Union africaine, d'accompagner. C'est ce que nous sommes en train de faire avec les pays en transition. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Tchad, le Soudan, jusqu'à ce que les événements éclatent. Mais il faut reconnaître que très souvent, les textes ne sont pas appliqués, ne sont pas respectés. Fin juin, les Maliens ont voté en faveur du changement de leur constitution. Si le président Assimi Goïta venait à se présenter à la prochaine élection, de quel levier disposerait l'Union africaine pour peser sur la situation? Nous, comme vous l'avez dit, nous soutenons la position de la CEDEAO. Pour la CEDEAO, il n'est pas question que les militaires qui ont assuré la transition puissent se présenter aux élections. Absolument. Donc, c'est le cas des trois pays, donc le Mali, le Burkina et la Guinée. Et la Guinée, tout à fait. On est bien d'accord. Alors, je vais vous parler de votre pays, Président, tout de même, faire un peu de chronologie. Le 20 août dernier, dialogue national à N'Djamena, vous faites un discours qui est très remarqué, qui est très commenté. Certains le prennent comme une sorte d'offre de service au pays, voire d'une sorte de pré-déclaration de candidature. Alors, est-ce qu'on se trompe quand on évoque ces possibilités, ou alors, comment faut-il interpréter ce discours que vous avez tenu? Écoutez, moi je suis tchadien. J'étais Premier ministre du Tchad il y a 20 ans. J'ai été ministre des Affaires étrangères du Tchad pendant près de 9 ans. Et je suis à la Commission, j'ai couru ma 7e année comme président de la Commission de l'Union africaine. J'ai fait toute ma carrière politique et administrative sous feu Idriss Déby, paix à son âme. Et en tant que tel, il s'organise dans mon pays une conférence, après celle qui s'est tenue quand j'étais nouvellement arrivé étudiant en 1993, 30 ans après, il se tient une conférence, suite justement à la mort tragique du président Idriss Déby. D'ailleurs, l'une des recommandations du Conseil paix et sécurité est de faire une enquête pour faire la lumière sur la mort de ces grands chefs d'État. Je crois que mon discours a été interprété par les uns et les autres, ce qui est leur droit. Si je vais être candidat ou si je vais me positionner, je l'aurais dit clairement, et je pourrais le dire aujourd'hui ou demain. Personne n'a le droit de m'empêcher de m'exprimer sur la situation de mon pays ou de me positionner, d'offrir mes services pour reprendre vos termes. Personne. Mais j'ai eu à les répéter. Je crois que je suis en charge aujourd'hui d'une organisation internationale. J'ai été présenté par mon pays. Les États africains m'ont fait confiance. J'ai du travail que je suis en train de faire. Donc cet amalgame qui est créé par certains, il n'est pas nouveau. Il y a 20 ans déjà, quand j'étais Premier ministre, on me soupçonnait que j'étais le dauphin du président Idriss Déby. Alors, surviennent les événements tragiques d'octobre 2022. Vous prenez position avec un narratif qui est très différent de celui du pouvoir. Je suis le président de la Commission de l'Union africaine. L'Union africaine, à travers le Conseil paix et sécurité, s'est rendue, ce qui est rare, s'est rendue au Tchad, a écouté. Elle n'a pas suspendu le Tchad, comme cela se faisait ailleurs, parce que la mort tragique du président Déby, dans les circonstances, certains me l'ont reproché. Quelle est l'explication? Ah bien, il faut leur poser la question. Non, mais vous, au départ, l'explication pourquoi vous n'avez pas suspendu au départ, je crois que les États africains, de par le rôle joué par le président Déby,
Oui. Vraiment, son leadership sur les questions africaines, ils étaient sincèrement touchés par ce qui s'est passé. Puisque cette agression est venue à franchir les frontières, et donc la question de la stabilité du pays a été mise en jeu, et la décision a été prise. Mais elle était assortie quand même des conditions. 18 mois, les militaires ne doivent pas se présenter, ça c'était des choses très claires, eux-mêmes ils ont pris l'engagement. Par la suite, les choses ont été faites autrement. Vous êtes en fonction depuis un peu plus de 6 ans. Oui. Hein. Votre deuxième et dernier mandat, ça s'achève fin 2024, début 2025. Tout à fait. Et dernier mandat. Vous pensez à l'après? Naturellement, je pense qu'après 8 ans, j'aurai eu 65 ans. C'est l'âge de la retraite. Je vais d'abord me reposer et j'aviserai. Dieu décidera de ce que je dois faire par la suite. Et dans l'hypothèse, rien ne vous en empêche, on l'a dit, où il y a des élections présidentielles au Tchad qui se déroulent à peu près à la même époque, fin 24, c'est quelque chose que vous envisageriez éventuellement? Je n'ai pas encore pris de décision sur cette question, mais je ne pense pas que je puisse finir mon mandat en mars 2015. Il faudrait l'interrompre. Et l'interrompre. Il faudrait l'interrompre. Donc, ce n'est pas compatible selon vous? Oui, je ne peux pas faire les deux à la fois. Si je décide de me présenter, je dois quitter mes fonctions. Vous êtes fier de votre bilan, Président? Oui. Je suis fier de ce que je fais. Je l'ai fait avec conviction, avec foi. Il est bien vrai que le continent fait face à des défis énormes. La volonté politique n'a pas toujours été au rendez-vous, pour des raisons historiques, pour des raisons qu'on puisse peut-être comprendre. Mais je crois que le continent est aujourd'hui pèse. L'Union africaine aujourd'hui pèse sur le plan international. Et sans prétention aucune, je pense avoir fait de mon mieux pour être à la hauteur de la confiance qui m'a été confiée. En tout cas, je l'ai fait de bonne foi. Les chefs d'État, vous avez l'impression qu'ils vous respectent? Personne ne m'a montré qu'il ne me respecte pas. Je dirais que j'ai de très bons rapports avec tout le monde. Merci, Président. Merci.